octobre 2004, à la consultation de l'hôpital pédiatrique parisien Robert Debré, Céline est venue avec ses garçons Quentin et Fabien. Tous deux présentent des troubles du comportement et de l'attention qui deviennent alarmants, et plus particulièrement Quentin. Il est agité, il a de gros problèmes de concentration, il se met en danger tout seul. C'est atroce à vivre tous les jours, quoi. C'est la folie totale. C'est bien pour ça que je m'arrête à 3 garçons. Je n'arrive pas à avoir un minimum d'autorité. C'est une mise en danger permanente pour eux. C'est dehors, sur le parking, pour monter dans la voiture, il va courir, il va traverser la route comme ça, il va s'arrêter à ça des voitures et ça va pas le choquer. Pour lui, c'est normal, quoi. C'est difficile à vivre tous les jours parce que il s'use nerveusement tous les jours, quoi. Ça m'oblige même d'ailleurs, tellement c'est usant, à prendre des antidépresseurs pour tenir le coup parce que sinon j'y arriverais pas, quoi. C'est une catastrophe. Bien que moi-même, je sais qu'étant gamine, j'étais assez impatiente aussi, quoi. Mais dans ma génération, l'hyperactivité, c'était pas connu déjà. Donc ça aussi un petit peu de ma faute s'ils sont comme ça. J'ai pas de patience pour de rond, il faut que les choses soient faites tout de suite. Donc ils ont pris tout le mauvais côté de leur mère, quoi. Pour dire ça comme ça. À l'école, on m'a reproché d'être trop sur eux, mais si je le fais pas, qui va le faire? Si je fais pas mon rôle de parent, qui va le faire à ma place, quoi? Il est en souffrance parce qu'il m'a dit je voudrais être sage, mais j'y arrive pas. Et ça vous fait mal au cœur quand vous entendez ça, quoi. C'est pour ça qu'ils ont besoin de beaucoup d'amour, ces enfants. Ce que Céline aimerait qu'on détermine, c'est si ces enfants sont ou non hyperactifs, ou pour être plus précis, s'ils présentent un TDAH ou TADA, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Pour en savoir plus sur ce trouble, nous avons rencontré des familles d'enfants tous diagnostiqués hyperactifs, bien que très différents les uns des autres. Celles de Pierre, de Raphaël, de Flore et de Loris. Un bébé, c'est toujours délicat de porter un jugement. C'est vrai qu'il remuait beaucoup, il remuait les bras, il remuait les jambes. C'était un enfant qui tenait pas en place. On avait des babysitters qui se sont succédés les unes après les autres. Les pauvres femmes craquaient. La dernière qui pensait pouvoir s'en sortir, qui était une jeune fille plutôt charmante et qui avait toutes les possibilités de tenir un enfant. En plus, elle faisait une thèse de psychologie, donc elle pensait pouvoir en faire son affaire. Elle a démissionné le jour où elle a vu Loris les pieds dans le vide en la menaçant de se jeter par une fenêtre. Donc, je peux comprendre qu'elle a été plutôt surprise. Elle n'a plus voulu remettre les pieds à la maison. C'est des crises en permanence, des crises de violence. Il balance tout dans sa chambre. À un moment donné, la maison ne vit plus. On est obligé d'essayer de l'attraper et de lui dire « Écoute, tu vas faire ce que je te demande parce que ça va mal se passer. » Cet enfant résiste, cet enfant te regarde dans les yeux et refuse de le faire. Les gros mots, les insultes. À 6 ans, c'est un peu dur à supporter. Personne n'est préparé à ce genre de choses. C'est un enfant, c'est des enfants qui vous poussent à bout, mais à bout. Vous imaginez pas. Pourtant, j'étais pleine de patience. Je veux dire, ça faisait tellement longtemps que je désirais un enfant, j'étais pleine de patience, surtout pour l'aîné, quoi. Mais non, c'était horrible. Je dirais que les 4 premières années ont été horribles. J'en faisais des cauchemars la nuit tellement que je ne comprenais pas et que je frappais. Il présentait les symptômes du professeur Tournesol, un peu, à qui on parle. On a l'impression qu'il est toujours en décalé dans ses réponses. On se dit, mais il comprend pas, il n'entend pas, qu'est-ce qui se passe? Et ça, depuis tout petit, en fait. Je lui faisais vérifier ses oreilles. À 3-4 ans, je faisais régulièrement vérifier l'audition. Et puis, il n'y avait pas de problème majeur là-dedans.
Puis petit à petit, je me suis dit, cet enfant, il est coléreux, il est pas facile à gérer, il avait l'air capricieux en fait. Donc je l'ai emmené voir des psychologues qui m'ont dit, bah, non, il est bien, votre fils, ça va. À Genève, Flore, qui a 11 ans, présente des symptômes qui paraissent à l'opposé de ce que laisse entendre le mot hyperactivité. Pourtant, ces symptômes sont particulièrement fréquents chez les petites filles diagnostiquées hyperactives. Ce qui était bizarre, c'est que tout le monde était en admiration devant Flore, parce que même à l'époque où elle apprenait à marcher, en fait, c'était une enfant, on l'a posée, elle bougeait pas. Tout le monde nous disait, mon Dieu, pardon, ta fille, mais c'est un bonheur de la garder, elle bouge pas, elle pleure pas. Puis c'est vrai que moi, j'en faisais des gorges chaudes, parce que c'est merveilleux, un enfant comme ça. Mais après coup, on se dit, un enfant, c'est pas comme ça. Très jeune, elle a rencontré des difficultés à l'école, dans son comportement, où elle était plutôt très calme, très posée. Et donc à l'école, même si elle était en école enfantine, ça posait des problèmes au niveau de ses petits camarades. Elle devenait souvent tête de turc, elle était dans la lune, donc elle était maltraitée par ses petits camarades. Quand tous les autres arrivaient à compter jusqu'à 20, elle avait de la peine à compter jusqu'à 10. Et moi, par moments, je dois dire que j'arrivais à m'énerver parce que je pensais qu'elle se fichait de moi. Un truc tout simple. Quand il était petit, c'était en moyenne section, il apprenait la chanson 1, 2, 3, nous irons au bois, 4. Donc je partais du principe qu'il savait compter jusqu'à 9. Eh bien non, le 2, il s'en souvenait plus. Le chiffre 2, il ne s'en souvenait plus. Il y avait sa petite sœur à l'époque qui avait quel âge? 1 an, qui lui disait 2, 2, 2. Donc vous lui disiez, Pierre, 1, 2, 3. Eh bien ça durait 1 heure. Le 2, il ne s'en souvenait plus. Donc vous ne comprenez pas pourquoi ce 2 ne sort pas. Il vient de vous le dire 2, mais il n'arrive pas à vous le redire. Il y a un blocage. Donc la lecture, c'était le même principe. C'était blocage sur blocage. Et c'était infernal, infernal. Et on ne comprend pas, on est démunis, on ne sait pas. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous avez tendance à lever la main, quoi, parce que vous dites, mais il est fou, il est stupide, il vient de dire 2, il n'est pas capable de me le redire. Je suis allée. Écris-moi le participe passé. Participe passé. Allez, AI. C'est bien, c'est ça, AI. Et après, S. Il va falloir que tu me retiennes ce mot, participe passé. Passé composé, Oui, auxiliaire oui, avoir, oui. plus participe passé. J'ai rien compris. Ce qui était le plus difficile, c'est que les autres, ils arrivaient à se rappeler, mais moi, j'arrivais pas à me rappeler. Ma maman, elle m'apprenait à compter. Elle me disait, je me rappelais, je sais pas, pendant la première minute, puis après, je me rappelais plus. Et les maîtresses s'en plaignaient parce qu'elles disaient, oh, ben, il se met pas au travail, il est jamais présent au cours, il faut le rappeler parce qu'il est dans les nuages. Ses camarades l'avaient même surnommé le Martien parce qu'ils trouvaient qu'il était vraiment plus loin que la Lune. C'est en effet dès les premiers moments de l'école que les problèmes réels surviennent, car les familles disent toutes qu'elles parviennent à gérer le comportement de leur enfant. Mais dans le milieu scolaire, c'est une toute autre affaire. Maurice a été déscolarisé de maternelle. À partir de sa 3e année de maternelle, ils n'en ont plus voulu. Donc c'est quand même, on a été très surpris, on est tombé de haut, parce que à cette époque, qui est une prise de contact avec le milieu scolaire et de ce qui va se passer par la suite, où ils ne font que des dessins, c'est quelque chose de plutôt convivial, de nous dire votre enfant, vous le reprenez, ça nous a un petit peu choqués. Loris ne répondait plus à ce que les maîtresses attendaient de lui. C'est-à-dire qu'il s'excluait lui-même de sa classe, il allait dans la cour, plus personne n'arrivait à l'attraper. Donc ça pouvait être assez drôle, il y avait les maîtresses, la directrice, tout le monde courait derrière lui. Donc pour eux, ça correspond à une mise en danger des autres enfants. Ça veut dire qu'à tout moment, il est capable de mettre la vie d'enfant en danger, soit avec des ciseaux, avec tout ce qu'on veut. Et
ça s'est jamais produit, mais c'est ce qu'on nous a fait sentir. Il pouvait accaparer tout l'espace, faire beaucoup de bruit, se racler la gorge toute une après-midi, se lever, faire du bruit, gêner les autres, ricaner, lancer des crayons, des boulettes de gomme. Un fonctionnement incessant et provocateur qui, si on le juge au premier degré, c'est le sale môme qui fait tout pour faire capoter la belle leçon du maître. Après 2 ans, j'allais dire, de vie commune, on se connaissait suffisamment pour que j'ai une bonne marge de manœuvre avec lui. C'est-à-dire que parfois, si je sentais que ça allait être trop difficile, je lui disais, bon allez Loris, tu vas faire un tour. Tu vas te balader dans les couloirs, tu vas courir dehors, quand ça va mieux, tu reviens. Et s'il le faisait, il déchargeait un petit peu d'énergie, et puis après, ça tournait. D'autres fois, c'était plutôt l'affectif qui pouvait se mettre en ligne de compte, c'est-à-dire que je laissais les autres un peu en autonomie, et à ce moment-là, j'étais plus proche de lui pour essayer de le cadrer, pour le remettre au travail. Et puis d'autres fois aussi, c'était la menace, gentille mais ferme. Bon, si tu insistes, franchement, si on n'y arrive pas, écoute, tu sors de la classe. Je peux pas, là, je peux plus, j'y arrive plus. Sachez que nous ne sommes même pas formés à reconnaître un enfant qui a des problèmes de dyslexie. C'est-à-dire que c'est nous, un jour, par intuition, qui disons aux parents « Tiens, il serait peut-être bon que vous consultiez un orthophoniste. » Vous pensez bien que des troubles du comportement beaucoup plus importants, tels que l'hyperactivité, nous ne sommes pas formés à reconnaître et puis à savoir prendre en charge. En effet, dans le mot hyperactivité, le grand public a tendance à ranger des choses très différentes. Mais au fond, qu'est exactement le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ? C'est une maladie, on n'arrive pas à se contrôler, on est tout le temps énervé. Moi, je pense que c'est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes qui définissent ce trouble. Donc un syndrome, un trouble, pour moi, c'est à peu près identique. Par contre, j'ai du mal à dire que c'est une maladie parce que nous ne connaissons pas une cause précise. Ce sont des enfants à qui l'on dit du matin jusqu'au soir, fais attention. Ça revient à dire à un aveugle, mais regarde. Enfin, tu vois rien. Bon, on dit fais attention à un enfant qui a des troubles de l'attention. C'est exactement pareil, il faut dire à un aveugle, regarde. L'enfant hyperactif reçoit toutes les informations sur le même plan, sans parvenir à les trier. Il est sans arrêt distrait par des événements microscopiques. Une gomme qui tombe, un bruit soudain, un mouvement derrière lui. Dépêche-toi. Regarde, c'est du papier. C'est du papier. Allez, vas-y. Aujourd'hui, enfin, on va en avoir... Ah, c'est des os. Ah non, c'est bien. Le cœur n'est... Net. Nous vont hésiter. Non. Tout cela exister. C'est bien. Alors ça a été beaucoup mieux à la fin parce qu'on fait mot par mot et qu'on cache le restant de la phrase. Mais oui, mais ça m'énerve quand je cache le restant de la phrase. Oui, mais il n'y a que comme ça que tu y arrives beaucoup mieux. Au niveau de l'attention, c'est mieux parce qu'autrement, c'est brouillon et il faudrait que je sois là à l'école. Il faudrait que je sois là à l'école. Des enfants qui à la fois ont une hyperactivité motrice, une instabilité, ils bougent trop, ils ont du mal à rester assis. Ils ont également des difficultés de type impulsivité, c'est-à-dire que leurs actions vont plus vite que leur capacité d'inhiber ou leur capacité de réfléchir aux conséquences de leurs actions. Donc là, c'est ce problème d'impulsivité. Puis en troisième lieu, il y a des symptômes de type inattention. Donc ils n'arrivent pas à se concentrer longtemps. Ils sont très distractifs, c'est-à-dire dès qu'il y a des stimulations extérieures, leur attention va être fugitive. Donc les parents décrivent typiquement des enfants qui papillonnent sur leurs activités, qui touchent à tout, qui ne finissent pas les choses qu'ils commencent.
Voilà, donc ça c'est les symptômes principaux. Moi j'en rajouterais quand même un quatrième volet de symptômes qui sont les problèmes de contrôle émotionnel. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont également gênés par des symptômes qu'on connaît aussi dans l'hyperactivité, qui sont la difficulté à gérer les émotions, à les contrôler, donc à contrôler les mouvements d'humeur, à contrôler les colères. T'as dit qu'on finissait, et on a fini. On a fait le premier, le deuxième et le troisième brevet du encore. C'est insupportable ce que je te demande là, et que tu fais tellement d'efforts que t'en peux plus. Dis. Oui. Ouais, ben oui. Allez. Et là, c'est toute la souffrance qu'il a eue depuis 1 heure à se concentrer, à faire des efforts, qui ne peut plus, qui est obligé de sortir, quoi. Les problèmes de caractère ne sont pas à sous-estimer. Ils peuvent provoquer très vite des difficultés relationnelles de plus en plus importantes pour l'enfant hyperactif. Il y en a qui se moquent du métique. Et d'autres qui jouent pas avec moi aussi. Ils veulent pas rester avec moi. C'est une maladie qui se manifeste comment? Qu'est-ce qui se passe quand tu n'es pas soigné? Je commence un peu à m'énerver. Quand je suis avec des personnes autour de moi, je commence à m'énerver. Je les embête. Et des fois, je me bats. Mais tu fais exprès ou tu sens que tu peux pas faire autrement? Non, je fais pas exprès. En 4e, il avait été séparé de son groupe de copains et il s'était retrouvé le souffre-douleur d'une classe. Il était battu par les autres élèves et il n'en parlait même pas. Moi, je le voyais, il était régulièrement plein de bleus. Et je me demandais pourquoi il avait autant de bleus et j'ai mis un temps fou à obtenir de lui qu'il parle, quoi. Parce qu'il manquait quand même énormément de confiance dans les adultes du milieu scolaire. Des fois, on m'accuse moi et c'est pas moi. Parce que des fois, je fais des bêtises et on m'accuse tout le temps. Des fois, c'est quelqu'un d'autre et on m'accuse tout le temps. Je ne peux pas le laisser, je n'ai personne. Je suis toute seule au monde avec cet enfant. On n'a personne pour le garder parce que... Et puis moi-même, je me l'interdis maintenant, si vous voulez. Je m'en suis tellement imprégnée de cet enfant que je me l'interdis de le confier à qui que ce soit parce que j'ai peur qu'on lui fasse du mal. Parce qu'on lui fait du mal. C'est injuste pour lui. Les réactions des adultes sont injustes parce qu'il n'est pas compris. J'ai dit sous l'eau. Sous l'eau, sous l'eau. J'ai fait le crawl. Mais je ne vais pas faire de crawl. Oh non. Sous l'eau. Oh non. Bah oui, c'est bien. On a pris cette option de ne plus rentrer dans ce que font les autres, c'est-à-dire aller chez des amis, aller au cinéma, le faire garder. On s'occupait de notre gosse, quoi. En permanence, et pendant plusieurs années, on a souffert de tout ça. Les règles hier. Ça, c'est un temps qui fait partie, c'est un temps qui fait partie du... C'est bien. Donc hier, j'hésitais. Hier, je chantais. Ah oui. R, S. J'hésite. Comment tu l'écris à la fin? A-I-S. Ah, enfin! Et là, je suis tombée sur cette émission où j'ai entendu des mamans qui parlaient avec leur cœur. Et là, j'ai dit, c'est mon fils. Et alors là, j'ai dit, je fonce sur Internet. J'avais jamais touché à Internet de ma vie. J'ai dit, je vais sur Internet. J'ai demandé conseil à un ami, de moi toute seule. Je suis allée sur Internet. Et alors là, trait par trait, c'était mon fils, quoi. Trait par trait, c'était Pierre. C'était en septembre 2000, mais il allait très mal. Et ses notes, elles plafonnaient à 3. Et il avait des mots pour oubli à tous les cours. C'était vraiment là, c'était vraiment le creux de la vague. Il allait vraiment pas bien. Et donc il me dit, donc je téléphone à Robert Debré, on me donne un rendez-vous pour avril.
Je leur réponds comme ça, je dis avril. Et je dis en avril, ce ne sera pas la peine que je me rende au rendez-vous. J'aurai juste à porter les fleurs au cimetière. Parce qu'il allait vraiment très mal. Il était suicidaire, il était vraiment en grande souffrance, quoi. Donc 3 semaines plus tard, on était dans le cabinet d'un pédopsychiatre qui exerce à Debré. Et on y était, mon mari, moi et le fils, donc, qui était entre nous deux. Et le pédopsychiatre s'adresse à Raphaël. Et c'est vrai que là, ça nous a paru magique. Avec mon mari, on s'est regardés tous les deux, savoir ce qu'on n'a pas du tout eu envie de parler, nous. On écoutait notre fils qui, pour une fois, se libérait de tout ce qu'il avait envie de dire, de tout ce qu'il vivait réellement. On voyait, chaque question posée correspondait à un flot de paroles du fils qu'il avait envie de libérer, quoi. Et au bout des 30 minutes, le médecin nous regarde, puis il dit « Mais votre fils, il a un déficit d'attention majeur, il est ce qu'on appelle hyperactif. » Alors déjà, dans le cabinet d'attente, vous avez une barre, donc mon fils jouait au cochon pendu à la barre. Vous avez un escalier avec une rampe, alors mon fils montait en haut pour pouvoir descendre la rampe. Donc voilà, donc c'était Pierre. Nous rentrons dans le bureau, vous avez un portant pour mettre les tampons. Donc Pierre, tout de suite, à peine assis, était sur le portant de tampon, du truc à tampons. Et alors là, Pierre, et alors là, le docteur Jacon nous dit, déjà, je peux vous rassurer que déjà, votre enfant, il a déjà pas mal de chances d'être hyperactif. Vous inquiétez pas, il ne peut pas s'en empêcher. Et alors là, oh, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il peut pas s'en empêcher, mon Dieu! Et on lui dit, écoutez, oui, mais c'est vrai, je veux dire, après réflexion, quand vous examinez cet enfant-là, c'est exactement ça, quoi. C'est des enfants qui ne peuvent pas s'empêcher. Pour ça, il faut que tu appuies sur les boîtes. Donc celle-là, elle est vide. Si tu ouvres celle-là, tu trouves un carré bleu, d'accord? Donc tu vas la ranger ici. Et il faut que tu te souviennes que tu as déjà trouvé un carré bleu ici. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de retourner ici. La difficulté principale est d'établir un diagnostic certain de l'hyperactivité. Il n'y a pas de marqueur biologique que l'on pourrait repérer par des prises de sang ou des prélèvements. L'imagerie cérébrale est trop coûteuse. On procède donc par de longues batteries de tests et de questionnaires auprès des enfants, des parents et des enseignants. Deux. Bon, alors dans une paire, en général, il y a combien d'objets? Dans une paire, il y en a deux. Très bien. Le Maroc, t'as déjà entendu parler de ce pays? Oui. C'est sur quel continent, le Maroc? Où est-ce qu'on le trouve? Vers le sud, je crois. Oui. C'est quoi une île? Une île, c'est dans le bord de l'eau, dans l'eau. Oui. Ça flotte, c'est comme un gros, très gros rocher, sauf que c'est du sable. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi, dans les abattoirs, il y a toujours des gens qui surveillent la viande? Pour éviter qu'elle s'en aille. Pour éviter qu'elle s'en aille? 3, 8, 9, 1, 7, 4. 3, 8, 1, 9, 7, 4. C'est très bien. Ils y sont tous, mais pas dans le bon ordre. Parfait. On le met comme il faut. Voilà. Alors ça va pas. Très bien. Il te reste 2 morceaux. Ok. Très bien. Aujourd'hui, Maxence sera diagnostiqué hyperactif. Alors, le but du jeu, c'est de reproduire, en fait, tu vois, exactement les dessins que je vais te montrer dans un nombre de coups que je vais te dire. Tu dois faire 6 déplacements. Non, tu ne devais pas reposer l'autre, n'oublie pas. Ok. Très bien.
Il y en avait un de trop, là. Regardez toujours la croix qui est au milieu et appuyez sur le bouton de droite quand tu vas voir un petit clown apparaître à droite. Les deux tests montrent qu'il a des difficultés dès qu'il y a quelque chose qui le distrait. D'accord ? Donc dès qu'il y a la moindre distraction ou un indice qui est mauvais, il va avoir tendance à mettre un peu plus de temps. Comme il est distrait par autre chose, il faut à chaque fois qu'il prenne quelques centaines de millisecondes pour recadrer son attention sur ce qu'il fait. D'accord ? Or, dans une classe, il y a en permanence un enfant qui bouge, un crayon qui tombe, un petit bruit, et donc lui, à chaque fois, s'il y a la moindre petite distraction, son attention elle est attirée par autre chose et il doit mettre à chaque fois une centaine de millisecondes pour recadrer son attention sur ce qu'il fait. Donc c'est un enfant qui pour vous bouger, mais sans que ça crée de problèmes particuliers. Ce qui vous embêtait plus, c'était les problèmes d'apprentissage, pas le... C'est l'apprentissage, oui. C'est vrai que quand il faut dessiner une ligne brisée, un trait qui monte, un trait qui descend, un trait qui monte, ou le premier est bien, le deuxième commence à déraper, le troisième, il est parti en cercle, oui, ça devient très inquiétant. Parce que bon, là, avec les tests qu'on a fait ce matin, j'ai fait le point avec M. Bourgueil, donc le psychologue, qui fait ses tests neuropsychologiques, et puis avec les tests informatisés, on se rend compte surtout qu'il a des gros problèmes d'attention. Le diagnostic de l'hyperactivité et ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, c'est-à-dire écarter ce que ce n'est pas, les faux hyperactifs ou autre chose, c'est vraiment aussi un point essentiel de notre démarche diagnostique. Parce qu'en effet, certains enfants peuvent être inattentifs et bouger beaucoup, être un peu impulsifs, parce qu'ils sont dépressifs. Un enfant déprimé peut être replié sur lui-même, mais ça peut être aussi un enfant qui bouge beaucoup, qui est pas attentif parce qu'il est pris dans ses idées dépressives, dans ses idées noires, et il pense au suicide et tout, donc il peut pas être attentif à l'école. Donc ça peut être un enfant dépressif, ça peut être un enfant anxieux. Il y a des enfants très très anxieux, ils ont toujours peur de mal faire, ils ont peur qu'il arrive quelque chose à leurs parents, ils ont peur d'être enlevés dans la rue, ils ont des peurs. Ces peurs peuvent entraîner ces symptômes. La réponse à l'hyperactivité passe aussi par des expériences pilotes, telles que celles menées par le professeur Berquin, neuropédiatre au CHU d'Amiens, et le docteur Rose, pédopsychiatre et directeur médical du CMPP de Beauvais. Cette expérience croise les approches neurologiques et psychopathologiques en insistant sur l'intérêt des regards pluriels. Là, c'est un enfant qui était très éveillé, mais instable, agressif avec les autres enfants, et qui avait une quête affective très importante, permanente. Il s'accrochait à la fois à sa maman et à tous ceux qui s'occupaient de lui. La limite d'âge d'accueil en centre maternel est arrivée, et la maman se trouvait en difficulté pour s'occuper seule de cet enfant. Elle-même avait grandi sans parents, de foyer en foyer, comme elle dit. Souhaitait pouvoir garder des contacts avec son fils, mais se sentait complètement démunie pour s'occuper de lui. Il a des éléments d'une hyperactivité qui a commencé très tôt, puisque la mère dit elle-même que effectivement, elle ne le supportait plus, mais elle ne le supportait plus aussi parce qu'il était sans cesse en hyperactivité et qu'elle n'arrivait pas à le contrôler. Alors, certainement qu'il y a eu les deux problèmes, son histoire personnelle, mais également cette hyperactivité très précoce de cet enfant qui l'a perturbé. Grâce à cette expérience unique, les enfants potentiellement hyperactifs sont repérés très tôt et orientés vers les centres prescripteurs de la région. Une fois le diagnostic posé, un médicament peut être prescrit. Ce médicament, autorisé depuis une dizaine d'années, a longtemps été le sujet de controverses. Ensemble, avec le fils, le mari, on s'est posé pendant ces 3 mois la question du médicament. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là que je me suis connectée sur Internet, on a tapé hyperactivité, puis alors on a lu. Enfin, moi j'ai lu pendant des journées entières, des articles entiers pour comprendre ce que c'était, parce que on découvrait, on savait pas ce que c'était. Et puis sur ce médicament, franchement, quand vous tapez le nom sur Internet, vous trouvez vraiment de quoi vous donner les frissons dans le dos. Donc je me suis dit, puis j'ai trouvé un forum de discussion où des parents discutaient entre eux de ce problème. Donc je me suis dit, tiens, je me lance, je pose la question du médicament. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez essayé ? Est-ce que d'autres parents ont comme moi un fils de 15 ans ? Parce qu'il y avait 15 ans à l'époque. Etc. Et là, j'ai eu des réponses des parents,
etc. Puis bon. Alors c'était plutôt rassurant, les réponses des parents, parce qu'en fait, on se retrouvait avec des enfants fortement aidés, quoi. Nous, notre fils, je rappelle, il allait très mal. Et là, mon mari me dit, je suis pas d'accord. Alors là, j'ai pas compris du tout. J'ai dit, t'es pas d'accord, mais on y va exprès, quoi, à Bordeaux, quoi. Et alors j'ai dit, là, je suis plus du tout compétente. Là, écoute, tu te débrouilles avec le médecin parce que moi, je sais pas quoi te dire, quoi. Et alors mon mari, on a discuté avec le médecin qui lui a dit, écoutez, c'est pour votre enfant, c'est pour son bien. Essayez, si ça ne vous convient pas, ben vous arrêtez. Il y a aucune... il ne s'y habitue pas, c'est pas une drogue. Donc on essaye, ça marche pas, on arrête. Donc mon mari a dit d'accord. Et alors nous commençons par un demi le matin la première semaine. Donc je donne le médicament à mon fils et alors là je reprends mon fils à midi. J'ai jamais vu comme ça avec un sourire jusqu'aux oreilles qui me dit oh, qu'est-ce que je suis bien maman. Il me dit j'ai réussi à faire tous les exercices et j'ai pratiquement fini le premier. Mais alors vous sentez une délivrance quoi. L'enfant il est bien. Je suis bien maman qui me dit. Oh, j'ai dit, oh là 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 là, mon Dieu, comment ça se fait que je ne l'ai pas donné plus tôt? Dès le premier jour qu'il a pris ce médicament, il est rentré de l'école. Et il a dit, maman, maintenant je sais ce que veut dire le mot se concentrer. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas que c'est quelque chose que je pouvais faire. J'ai compris que maintenant il existait quelque chose dans ma tête qui pouvait faire en sorte que je me concentre. Je ne savais pas le faire. Puis il me dit, tu sais, c'est la première fois que je ne perds pas mon cartable aux récréations. Elle a la tête sur les épaules, elle est à ce qu'elle fait. C'est pas une facilité. C'est simplement lui éviter une déprime, voire une dépression, et lui apporter une possibilité d'être au même niveau que les autres, je dirais, par la présence. Pas au niveau intellectuel, parce que j'estime pas que ma fille est sous ou sûre, ou elle est comme une enfant normale au niveau capacité intellectuelle. C'est simplement que ça lui donne un lien avec le monde réel. Et c'est pas du tout une facilité. Je la gaffe pas de médicaments pour avoir la paix. Ça, c'est pas du tout ça. Il faut y avoir autre chose autour, mais ça aide beaucoup quand même. On va pas y arriver tout seul avec le médicament si on fait rien autour, si on fait pas d'efforts et si on n'y croit pas, ça pourra pas marcher. Le fait que le médicament marche veut pas du tout dire que la cause est biologique. Le fait que le médicament marche veut dire qu'il y a des facteurs biologiques qui sont impliqués dans le fait que ces symptômes se retrouvent ensemble. Et ça, sans aucun doute. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des processus biologiques qui sont impliqués dedans. Ça ne veut pas dire que ce soit la cause. Ça ne veut pas dire que ce soit à cause de ces processus biologiques que la maladie ou que ce trouble survient. Ça veut dire simplement qu'il y a des facteurs biologiques qui vont probablement s'intriquer à des facteurs relationnels, environnementaux, à l'histoire du patient, de sa famille, etc. Donc il va y avoir l'implication de facteurs différents et le médicament, il agit sur la dimension biologique du trouble, qui est évidente, mais qui n'explique pas tout. Parmi les facteurs biologiques concernés, il semble qu'on puisse parler d'une insuffisance de la dopamine, un neurotransmetteur essentiel dans l'activation des fonctions cérébrales. Il y a eu maintenant quelque chose comme 7 ou 8 études de jumeaux sur l'hyperactivité, donc on a vraiment du bagage, ce qui n'est pas toujours le cas dans les maladies de l'enfant, et on a pu se rendre compte que le poids des facteurs génétiques, ce qui semble être lié aux facteurs génétiques, c'est autour de 80% de ce qui explique la maladie, entre 70 et 81% en fonction de ces études. Mais une bonne moitié de ces études focalisent vraiment autour de 70-80%. Donc ça a l'air d'être assez fiable. Et donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, et contrairement surtout à ce qu'on a pensé pendant très longtemps, l'hyperactivité est en bonne partie expliquée par les facteurs génétiques hérités de ses parents. Une autre partie de notre recherche, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les régions cérébrales qui sont impliquées et qui ont ces difficultés de développement dans l'attention en utilisant l'imagerie fonctionnelle, qu'on appelle l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Ici, il s'agit d'un enfant témoin, donc il n'a pas de problème particulier, et chez lequel on a demandé simplement une tâche de concentration. Et habituellement, ce qu'on voit, c'est une activation de ces régions ici, en avant du cerveau, qui sont les régions préfrontales. Chez un enfant qui a un TADA, ce qu'on observe habituellement, c'est d'une part une moins bonne activation globale, et en particulier au niveau des régions préfrontales, et puis également une très faible activation, voire quelquefois, comme ici, pas d'activation du tout, dans cette région préfrontale droite. On va restaurer, en 1 heure ou 2, simplement avec un médicament, le même type d'activation
préfrontale, droite et gauche, et on va restaurer l'activation de cette région préfrontale droite, et on retrouve un pattern qui est à peu près similaire à celui d'un enfant témoin. Ce qui signifie que les cellules sont là, que les circuits sont là, simplement ils étaient mal utilisés ou ils ne fonctionnaient pas bien. Ce sont des médicaments qui sont utilisés depuis maintenant plus de 40 ans. Ce sont des médicaments parmi lesquels on a le plus de données pharmacologiques, il y a eu le plus d'études au monde. Parmi tous les psychotropes, tous les médicaments utilisés sur le cerveau, c'est probablement les molécules sur lesquelles on a fait le plus d'études. Et pour lesquelles on a pu démontrer qu'il y avait le moins d'effets secondaires et le moins de risques. Donc, ce ne sont pas des médicaments anodins, ça reste un médicament, mais il ne faut pas non plus les diaboliser. 2 ou 3 ans, c'est la moyenne. Un peu partout en France d'ailleurs, de durée du traitement. Effectivement, certains enfants ont besoin d'un traitement beaucoup plus longtemps, et d'autres enfants, on arrête le traitement au bout de 1 an ou 2 seulement. Ça dépend également du moment du diagnostic. Dans mon expérience, j'ai l'impression que plus le diagnostic est fait tard, et plus le traitement va être long. Et plus il sera aussi partiellement efficace. Vous savez, en pharmacologie, on dit souvent qu'il faut étudier le rapport bénéfice-risque d'un médicament et il faut qu'en effet que les bénéfices soient largement supérieurs aux risques. Alors c'est vrai dans cette pathologie-là comme dans d'autres. Alors c'est vrai qu'actuellement, je pense qu'on peut dire qu'on a montré que les bénéfices pour la plupart des enfants sont largement supérieurs aux risques. Mais je pense que c'est quand même toujours quelque chose qu'il faut se poser comme question. D'abord au niveau de la mise au point d'un médicament, ça c'est le problème de la recherche et de l'industrie, mais au niveau individuel, pour nous, pour chaque enfant, on doit se poser la question pour cet enfant-là, est-ce que le bénéfice est supérieur au risque ? Non, je crois qu'on est d'abord des médecins, on est là pour soigner. Vous savez, la médecine, elle se définit par notre capacité à reconnaître des situations pathologiques, et puis à les soigner. Je crois que c'est ça qui est notre fondement, même si, encore une fois, pour avancer dans ce domaine-là, on a besoin, sans aucun doute, d'aller rencontrer un peu dans le domaine des sciences humaines, dans le domaine, encore une fois, de tous les champs disciplinaires qu'on a évoqués. On a besoin aussi de se nourrir de tout ça, mais on doit avant tout rester des médecins. Et les gens sérieux sont tous d'accord pour dire, en tout cas en France c'est clair, qu'il faut un diagnostic tout à fait précis et sûr, et il faut que le trouble soit sévère pour qu'il y ait un traitement. Il ne s'agit pas de traiter tous les enfants. Et c'est ça qui a été sans doute dénoncé à juste titre dans les années 90, qui était qu'il ne fallait surtout pas, comme parfois aux États-Unis on pouvait des fois le craindre, traiter tous les enfants turbulents. Les doutes qui persistent chez certains médecins et certains parents concernent essentiellement les effets à long terme sur les enfants d'une prise médicamenteuse précoce et durable. Il est donc indispensable de déterminer le nombre d'enfants réellement concernés par le trouble et de ne prescrire de traitement qu'à ceux qui ont été diagnostiqués de la façon la plus rigoureuse. La bouteille d'eau, Pierre. Pierre, s'il te plaît, tu peux enlever tes pieds de la bouteille. On y va ? Moi, je vous dirais que j'en sais rien, combien il y en a en France. J'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est que c'est probablement plus fréquent qu'on voudrait nous le dire. Seulement, on ne voit pas tout le monde. Comme les déprimés les plus graves, vous ne les verrez jamais parce qu'ils vont se suicider. Il y a des enfants hyperactifs que vous ne verrez pas parce qu'ils ne vont pas avoir le poids lourd sur leur scooter. Vous voyez ? Donc, on ne sait pas exactement combien il y en a. Ce qu'on sait, c'est que ça existe et qu'il y en a peut-être plus qu'on en trouve, puisque il y en a plein qui ne consultent pas. Et que ceux qui y viennent, consultent, évidemment. Donc, en tous les cas, c'est probablement un chiffre aux alentours de 5%. Ça paraît probable. Quel que soit le nombre d'enfants touchés, cependant, pour le grand public, l'hyperactivité fait partie de ces maladies à la mode qui sont apparues soudainement dans l'espace collectif. Il faut imaginer qu'il y a 20 ans, c'était une pathologie qui n'existait pas en France, ou qui n'était pas reconnue comme telle, et qui faisait l'objet de 500 publications par an dans le monde entier, et qui était un problème de santé publique majeur en Allemagne, en Angleterre, dans les pays nordiques. Donc on était dans une situation incompréhensible. À partir du moment où
il a commencé à y avoir quelques centres prescripteurs chez les enfants hyperactifs, tout d'un coup, on s'est rendu compte que c'est des enfants qu'on peut aider, et de manière assez extraordinaire. Et quand on sait qu'on peut changer les choses, l'information circule, et tout d'un coup, on se rend compte que, oui, on peut faire des diagnostics et aider ces enfants, et notamment dans l'immédiat, pour les soulager, pour les familles aussi qui sont plus apaisées, et en même temps, en plus, dans leur pronostic ultérieur. Et donc, effectivement, on s'y intéresse, ça passe de bouche à oreille, les gens s'informent, et du coup, s'intéressent plus spécifiquement à cette pathologie. Pour certains enfants, toutefois, le médicament n'est pas efficace. À d'autres, les parents ne souhaitent pas qu'il soit prescrit. Il faut donc imaginer d'autres stratégies et des thérapies cognitivo-comportementales. On sait que ce sont des enfants qui, entre une idée qui leur traverse la tête et la réponse qu'il va apporter, il n'y a pas de réflexion. C'est-à-dire c'est vraiment concomitant. Mon copain m'agresse, je lui donne une gifle. Il n'y a pas mon copain m'agresse, si je lui donne une gifle, sa mère va venir se plaindre, je vais me faire punir, c'est concomitant. Donc on va travailler justement sur ce fameux délai de réponse. Et à chaque fois qu'il a un problème, on lui dit « tu penses que tu es la tortue ». Tu rentres, tu regardes, tu vois ce qui se passe et tu réponds. Donc ça, avec les petits, ça marche relativement bien, ça les amuse, ils sont, c'est sympa, donc ils adhèrent assez bien. Avec les plus grands, ça peut être le système, alors moi j'utilise le système du cap de frein, du frein de vélo. Donc tu fonces, ton vélo il est en roue libre, puis d'un seul coup il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait ? On freine. Et donc on peut en plus l'aider par ce qu'on appelle le soutien kinesthésique, c'est-à-dire que l'enfant, quand il est en face d'un problème, il se rappelle que, hop, il serre le poing. Il se rappelle qu'il faut freiner. Un enfant hyperactif, on ne peut pas lui dire quand tu descendras, tu te mettras en pyjama, passeras dans ma chambre et tu m'apporteras mon livre et tu éteindras la lumière. Ça, c'est pas possible. Il faut lui donner juste un ordre. Il ne peut pas, par exemple, gérer plusieurs informations en même temps, en tout cas au début. Donc ça, on leur apprend ça. On leur apprend à renforcer leurs enfants de façon positive parce que les parents arrivent à la consultation, ils vont avoir un discours un peu peut-être négatif de leur enfant par rapport à leur enfant parce que ils sont épuisés, parce qu'ils s'agitent sans arrêt, parce qu'ils peuvent plus rien faire. Et donc on leur dit aussi de repérer des choses positives que peuvent faire leur enfant et de leur dire. Le gros problème chez les enfants hyperactifs, c'est qu'ils ont été déjà beaucoup punis. Et on sait très bien qu'en plus la punition avec les enfants hyperactifs, ça marche pas très bien. Donc plus on les punit, plus ils ont des comportements d'opposition et plus la dynamique familiale et la dynamique à l'école d'ailleurs se délitent. Donc ce qu'on va commencer à mettre en place, c'est ce qu'on appelle, nous, les techniques de renforcement positif. Tout simplement, un enfant qui met la table correctement, comme je vous le disais, qui n'a pas renversé pour la xème fois le verre qu'il devait mettre, où il a fait bien attention en fait à l'ordonnancement des choses, c'est important de lui signaler, de lui dire, tu vois, aujourd'hui, par exemple, je suis très content de ce que tu as pu faire, parce que, tu vois, tu peux très bien, en fait, faire cette tâche-là. Bon. Et l'enfant, en fait, va avoir un feedback sur son comportement, en quelque sorte. Il va se dire, ah, ça, apparemment, c'est ce que je dois faire. Ouais, mais toi, t'es avec Pierre, toi. C'est avec maman. Maman, on a ma pied, là. C'est nous, maman, là. Juste avant de prendre mon médicament, j'étais destiné à faire des études courtes et pas vraiment ce que je voulais. Et après, j'ai commencé à travailler et à m'y mettre un peu. Et il y avait plus d'ouverture qui s'offre à moi et maintenant j'ai trouvé ce que je voulais faire plus tard. Donc, Et c'est quoi que tu veux faire ? Éducateur. Le problème de l'hyperactivité ne peut pas être sous-estimé. Les études récentes ont montré que les enfants hyperactifs ont fréquemment des conduites dangereuses et que ces attitudes persistent très souvent à l'adolescence, voire à l'âge adulte. Ils font des acrobaties avec leur vélo. Plus tard, si on leur achète une mobilette, ils font des acrobaties avec les mobilettes. Enfin, ils ont souvent des conduites à risque.
Et ces conduites à risque, certaines, quand c'est des conduites à risque grave, parfois on se demande si l'enfant qui a eu tel accident de mobilette ou qui a eu tel accident de la circulation, on se demande si est-ce que c'est une conduite suicidaire ou c'est une conduite à risque. Vous voyez, le flirt avec la mort est quelque chose qui est important chez l'enfant hyperactif et dont il faut tenir compte également. La moyenne de la première cigarette chez l'enfant hyperactif, c'est 12 ans. Et ensuite, il s'installe très très vite une dépendance au tabac qui est très importante. La première cuite, la moyenne, c'est 14 ans. Donc il y a aussi beaucoup d'alcoolisme, et puis toutes les autres toxicomanies, cocaïne, hashish, etc. L'hyperactivité, elle favorise de manière extraordinairement l'échec scolaire. Elle est un facteur de risque considérable aux troubles du comportement oppositionnel. Et elle va par la suite multiplier jusqu'à 15 fois le risque d'addiction, notamment, de dépendance ou de surconsommation de toxiques, drogue aux États-Unis et plutôt alcool en France. Donc ça, c'est une réalité. Moi, je m'occupe d'enfants, mais je m'occupe beaucoup d'adolescents. Et je vois comment un certain nombre d'adolescents trouvent une solution à leurs problèmes. Ils se mettent à fumer du hash de façon tout à fait abusive. Ils ne fument pas un joint de temps en temps. Ils fument tous les jours, plusieurs fois par jour. Et quand je rencontre ces adolescents, et que maintenant j'ai appris à poser les bonnes questions, toutes simples, qui est, mais est-ce que tu as beaucoup de mal à te concentrer? Est-ce que tu n'arrives jamais à terminer une tâche? Est-ce que dans différents domaines de ta vie, c'est pareil? Est-ce que quand tu étais enfant, tu bougeais tout le temps? Un certain nombre d'entre eux disent, bah oui, tout à fait. Et quand j'interroge les parents, ils disent, bah oui, tout à fait. Probablement, l'hyperactif a besoin d'une sursollicitation et de surstimulation interne. C'est pour ça qu'il bouge tout le temps. Et la drogue et les toxicomanies sont des stimulants. C'est-à-dire qu'ils viennent apporter des émotions très rapidement, sans beaucoup trop se fatiguer, puisque finalement c'est une consommation, un médicament, d'un peu d'alcool ou de drogue qui va très vite. Les adultes hyperactifs ont beaucoup plus de partenaires sexuels en moyenne et des partenaires beaucoup moins stables que les adultes témoins. Ils ont des relations sexuelles qui sont plus précoces. Ils ont des relations sexuelles non protégées. Il y a, je ne vais pas dire de bêtises, mais à peu près 10 fois plus de grossesses chez les adolescentes qui présentent un trouble de l'attention, de grossesse non désirée. Il y a beaucoup plus de maladies sexuellement transmissibles. Tout ça, c'est des choses qui, pour la société, ont un coût, le fait que ces pathologies ne soient pas traitées. Chez l'adulte, on considère maintenant qu'un tiers à la moitié des enfants hyperactifs restent très invalidés à l'âge adulte. Le déficit d'attention chez l'adulte a beaucoup de mal à être identifié comme tel. C'est pourtant un trouble qui invalide parfois durablement de nombreuses personnes. Aujourd'hui, il existe une association qui organise des réunions informelles pour échanger des expériences, des points de vue, des idées et surtout pour faire connaître et reconnaître le trouble. Le problème de l'alcoolisme, c'est un vrai problème, d'accord ? Le problème du tabagisme, c'est un vrai problème. Le problème de la drogue, c'est un vrai problème. Le problème des gens qui se mettent toujours en position de danger, donc qui risquent des accidents et après d'être invalides, ça, c'est un vrai problème. Et je crois que c'est ça qu'il faut traiter chez les adultes. Et s'il y a des médicaments qui existent pour traiter ces conséquences, parce que à la limite, les troubles, on les vit depuis de la petite enfance, donc on a appris à s'y faire, et puis notre entourage a appris, et puis on a trouvé un job qui collait bien ça, parce qu'on n'est pas trop bête et qu'on comprend bien là où il faut qu'on soit. Mais je pense que c'est les conséquences, ce qu'on appelle les facteurs de comorbidité, c'est les conséquences qu'on doit traiter chez l'adulte. Parce que ça, c'est pénalisant pour soi, mais ça coûte de l'argent à la société. Pendant des siècles, les enfants hyperactifs ont été rangés dans la catégorie des enfants difficiles, des fortes têtes, des mauvais sujets. Ils ont été punis, rejetés, écartés des apprentissages et de la vie sociale normale. C'est un trouble complexe qui met en jeu les représentations que nous avons de la société, de l'éducation et de la personne humaine. Ces enfants fauteurs de troubles doivent être regardés avec peut-être un peu plus d'indulgence.